Bonjour, dans ce deuxième tutoriel, je vais vous parler des objectifs. Les objectifs sont extrêmement importants en photographie et c'est surtout eux en fait qui vont changer votre photo, qui vont faire qu'une photo sera magnifique ou pas. Vous avez beau avoir le meilleur boîtier du monde, si vous avez un objectif tout pourri, vous ferez rien. Donc, comme dans mon premier tutoriel, je vais faire une première partie assez simple et dans une deuxième partie, j'en dirai un peu plus. Alors, un objectif, qu'est-ce que c'est? Un objectif, c'est composé de plusieurs groupes de lentilles. Donc ces lentilles, optiquement, donc, vont faire que la lumière va rentrer, sera déviée et arrivera sur le capteur net. Et donc en reproduisant l'image de ce que voit l'objectif, en zoomant plus ou moins. On distingue deux types d'objectifs. Il y a les objectifs comme celui-ci, focale variable. Donc par exemple un 70-300 ou encore un 18-55. Parlons maintenant des différents types de focales que vous pouvez trouver, leurs intérêts et qu'est-ce qu'elles vont faire comme type de photo. En dessous des 28 mm, vous avez ce qu'on appelle les grands angles. Le champ de vision d'un objectif grand angle sera plus large que le champ de vision d'un œil humain. Donc vous allez voir le plus large possible. Il y a un ultra grand angle, vous allez voir encore plus large. De nos jours, on peut trouver des ultra grands angles qui donnent un champ de vision de 180 degrés. Donc le grand angle permet notamment de faire du paysage, puisque du coup vous allez voir le plus de paysages possible et avoir un grand champ de vision, donc pour en mettre le plus possible dedans. Également lorsque vous faites des photos de groupe par exemple, et que vous avez par exemple un groupe de 50 personnes à prendre en photo, avec un grand angle, sans avoir à trop vous éloigner, vous pouvez prendre tout le monde en photo. Mais attention, un grand angle, du fait que ce soit un grand angle, vous allez souvent avoir à vous rapprocher d'un objet pour qu'il prenne le plus de place possible sur votre photo. Et ça a tendance à déformer la photo. Donc par exemple, en architecture, lorsque vous avez un bâtiment où les deux extrémités du bâtiment sont parallèles, sur votre photo, elles vont être décalées. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les objectifs standards, focale 50 mm et alentour. Les objectifs standards, c'est ceux qui reproduisent la vision humaine. Le champ de vision d'un objectif standard sera le champ de vision de l'œil humain. Les objectifs standards, c'est des objectifs très bons pour le portrait, mais aussi pour des photos de tout. Puisque vous allez pouvoir faire tout genre de photos avec, et vous allez être assez polyvalent. C'est meilleur en portrait. À partir de la focale 100 mm, là, vous avez ce qu'on appelle le téléobjectif. Vous allez donc zoomer. Et avoir une photo donc plus grosse. Le téléobjectif, il a plusieurs fonctions. Il va déjà permettre de prendre en photo des objets qui sont loin, et donc de les rapprocher. Si je dois prendre, par exemple, je sais pas, un bateau qui est sur la mer et que évidemment je ne peux pas m'en approcher, je vais pouvoir prendre un téléobjectif pour grossir et zoomer le plus possible et avoir mon bateau qui prend toute ma photo. Donc de 100 à 300 mm, c'est ce qu'on appelle les téléobjectifs. Au-delà de 300 mm, on appelle ça des super téléobjectifs. Où là, c'est surtout utilisé en photo animalière et en photo de sport, par exemple. Les téléobjectifs, vous allez pouvoir faire quoi avec? Ça va être notamment pour grossir des objets qui sont trop loin, qu'un objet qui soit loin soit suffisamment gros sur votre photo. Vous allez aussi pouvoir faire de la macro, puisque vous allez pouvoir zoomer et agrandir, donc les petites bestioles vont pouvoir devenir grandes sur votre photo. Par exemple, souvent les très bons objectifs de macro sont des objectifs de focale 100 mm en général, qui ont une distance minimale de mise au point très réduite et une grande ouverture. Je vous parlerai de tout ça un petit peu après. Il faut savoir que plus votre longueur focale est grande, et plus votre profondeur de champ sera réduite. Par exemple, si je prends une photo lambda, un portrait avec un grand angle 28 mm par exemple, et que je prends la même photo mais avec un 300 mm, en me déplaçant du sujet pour que sur ma photo le sujet ait la même taille, avec le 300 mm pour la même ouverture, ma profondeur de champ sera réduite. Il faut aussi savoir que sur les longues focales, les téléobjectifs, souvent votre photo sera moins lumineuse, puisque le champ sur lequel votre objectif capte la lumière sera réduit avec un téléobjectif, donc vous allez avoir moins de lumière qui rentrera dedans, donc plus facilement du flou de bouger, surtout lorsque vous faites des photos sombres. Donc par exemple, sur des photos de concert, évitez le téléobjectif en vous mettant à l'arrière, sauf si vous avez un trépied, mais privilégiez plutôt un grand angle en vous mettant proche, et surtout privilégiez un objectif lumineux. Si vous souhaitez faire de la macro, vous allez devoir prendre un élément en compte qui est assez important, c'est la distance minimale de mise au point.
La distance minimale de mise au point, il n'y a pas de mystère, c'est votre objectif à une certaine plage de mise au point. Elle va souvent de l'infini jusqu'à une certaine valeur, par exemple 25 cm pour mon 18-55. Entre 0 et 25 cm, tout objet qui sera sur cette distance-là sera totalement flou. Mon objectif est fait optiquement de manière à ce que je ne puisse pas faire de mise au point là-dessus. Plus votre distance de mise au point sera proche, sera courte, plus vous allez pouvoir vous rapprocher du sujet. C'est le principe de la bague à longe ou de la bague d'inversion. Vous pouvez voir dans notre album tuto, il y a des tutos là-dessus. Et si donc votre distance minimale de mise au point est très faible, vous allez pouvoir énormément vous rapprocher du sujet et donc le faire grossir le plus possible. Donc en macro c'est très bon parce que du coup vous allez avoir par exemple une coccinelle qui sera très grosse sur votre photo. Est-ce que je prends une focale fixe ou une focale variable? La focale variable, qu'on appelle plus communément le zoom, a ce grand avantage qui fait qu'avec un seul objectif, vous allez pouvoir faire différents types de photos, notamment avec les objectifs transstandards, comme les 18-200. Ils vont aller du grand angle, voire même de l'ultra grand angle, jusqu'au téléobjectif. Donc avec un même objectif, je vais pouvoir faire une photo de paysage et de la macro ou encore du portrait. Sans avoir à changer l'objectif, c'est vraiment super parce que du coup vous ne perdez pas de temps, surtout si vous êtes dans des zones assez compliquées. S'il pleut un petit peu, qu'il fait humide, changer l'objectif, c'est vraiment pas le must. L'avantage des objectifs à focale fixe, c'est qu'ils sont de construction très simple. Ils sont assez courts en général, pas beaucoup de lentilles, et du fait de la focale fixe, donc la fabrication est simple. Donc un objectif léger et peu coûteux. Par exemple, le Canon 50 mm qui ouvre à 2.8 coûte 100 €, ce qui est peu cher pour un objectif. Et de ce fait, du fait qu'ils ouvrent plus, qu'ils soient plus simples de fabrication, les objectifs à focale fixe sont forcément de meilleure qualité. Parce que plus il y a de lentilles dans votre objectif, plus la lumière va être diffractée, déviée, etc. Et donc plus la qualité de votre photo sera réduite. Donc privilégiez pour avoir des photos les meilleures possibles des objectifs où il y a moins de lentilles. Comme par exemple les objectifs à focale fixe. Un objectif que je peux vraiment vous conseiller, surtout si vous faites du portrait, c'est les objectifs 50 mm qui ouvrent donc généralement à 1.8, qui vont vous donner donc ce genre de photo par exemple avec des magnifiques bokeh. Ce qui est génial, donc c'est un 50 mm, donc un objectif standard. Donc vous allez pouvoir faire vraiment tout type de photos avec. Et surtout les objectifs 50 mm sont généralement, donc comme je vous le disais, simples de fabrication, donc légers, donc peu chers. Donc 100 € chez Canon, c'est vraiment rien pour un objectif qui est très bon, avec donc un très bon piqué, une très bonne qualité donc, au niveau de la photo qui vous donnera, et puis surtout une ouverture de 1.8, donc ça c'est juste génial pour le portrait, et les bokeh. Donc ça c'est vraiment un objectif que je peux vous conseiller. De manière générale, un objectif sera de meilleure qualité s'il est lumineux. Qu'est-ce qu'un objectif lumineux? C'est un objectif qui a souvent une ouverture plus grande que 2.8, 2.8 inclus. Tous ces objectifs-là sont des objectifs qui s'ouvrent beaucoup, et donc sont très lumineux, la lumière rentre facilement dedans. À propos de l'ouverture, il faut aussi savoir que si vous fermez à fond votre diaphragme, l'appareil photo aura plus de mal à faire l'autofocus. Donc si vous avez un autofocus à faire, surtout dans les zones sombres, faites-le au moins avec le diaphragme ouvert, et s'il le faut, après fermez-le. 3 éléments qu'il faut absolument prendre en compte dans votre objectif, lors de l'achat d'un objectif, et qui vont totalement changer votre photo, c'est le piqué, l'aberration chromatique et le vignettage. Avant toute chose, le piqué, qu'est-ce que c'est? Le piqué, ça va être la capacité de l'objectif à faire ressortir les détails d'une photo. Un objectif avec un très mauvais piqué, même si vous faites une mise au point parfaite, la photo ne sera pas très nette. Alors que si vous avez un objectif qui a un excellent piqué, votre photo sera extrêmement nette. Votre photo sera extrêmement détaillée, vous allez avoir plein de détails, et donc là vous allez tout de suite faire des photos absolument extraordinaires. Surtout si vous faites de la macro, privilégiez les objectifs avec un fort piqué. Qu'est-ce que l'aberration chromatique? Donc je vais vous faire un petit peu d'optique. Un rayon lumineux de lumière blanche est composé des lumières rouge, vert et bleu. Donc dans un rayon lumineux blanc, vous avez en fait, en quelque sorte, trois rayons, rouge, vert et bleu. Et lorsque votre rayon lumineux passe dans votre objectif, il se peut qu'il soit diffracté et que donc ce rayon lumineux blanc se sépare en trois, qui soit rouge, vert et bleu, ou d'une seule couleur. Ainsi, en arrivant sur le capteur, vous n'aurez plus une lumière blanche, comme celle du soleil ou d'une lampe, mais vous aurez une lumière soit rouge, soit vert, soit bleu. Ce qui va faire parfois que vous allez avoir des bandes de couleurs sur votre photo. Il y a des objectifs évidemment qui sont traités contre l'aberration chromatique avec des lentilles spéciales. Et ensuite le vignettage.
Qu'est-ce que c'est? Le vignetage, je suppose que vous savez tous que c'est les angles là de la photo qui sont sombres. Ça peut être un effet artistique voulu, qui peut rendre très bien, mais parfois on n'en veut pas du tout, surtout lorsqu'on fait du paysage par exemple. Le vignetage peut être dû à plusieurs facteurs. Il peut être dû déjà à un filtre que vous mettez sur votre objectif, voire même à un enchaînement de filtres. Alors là, ça sera évidemment un effet qui sera beaucoup plus intense. Il peut aussi être dû à un pare-soleil mal adapté. Donc là, par exemple, j'ai un pare-soleil prévu pour un 70-300, et je vais le mettre ici donc, sur mon 18-55. Et vous voyez donc que comme il n'est pas adapté, vous avez un vignetage. Et ça peut être également, pareil, une erreur de l'objectif. Il faut savoir que le vignetage se corrige très bien par le logiciel en post-traitement. Alors donc il faut bien savoir que les objectifs ne donneront jamais le meilleur d'eux-mêmes aux extrémums, que ce soit au niveau de la focale ou de l'ouverture. Si vous voulez faire une photo avec le meilleur piqué possible, sans aberration chromatique et sans vignetage, il va falloir déjà que vous privilégiez plutôt les focales moyennes, en tout cas sur les zooms, donc sur les objectifs à focale variable. Donc par exemple sur un 18-55, il vaut mieux que je mette sur une focale de 35 mm, et sur un 70-300, pareil, il vaut mieux que je mette sur une focale 135. Et pareil pour l'ouverture, si j'ai un objectif qui ouvre à 2.8, il vaudra mieux que je me mette à f5.6 ou f8, et c'est là que j'obtiendrai le meilleur de mon objectif, donc j'aurai peu d'aberration chromatique, voire pas du tout. Pareil pour le vignetage, aucun vignetage, voire très peu. Et un piqué formidable. Enfin, le meilleur piqué en tout cas qu'on puisse obtenir avec l'objectif que l'on a. Donc, je vais vous montrer un petit exemple de piqué, ici même. Donc là, c'est sur un Tamron qui ouvre à 2.8. Donc déjà, à f32, vous pouvez voir que l'image va être totalement floue. C'est ce que je vous disais dans mon premier tutoriel. Et pareil, à f2.8, l'image n'est pas aussi nette qu'à f5.6 ou qu'à f8. Entre f8 et f5.6, c'est le 5.6 qui est meilleur, mais de manière générale, je pense que f8 c'est la meilleure ouverture, surtout que tous les objectifs n'ouvrent pas à f2.8. Et il faut savoir aussi, donc au niveau des focales, que les plus petites focales, donc par exemple sur un 18-55, sur une focale de 18, je vais facilement avoir de la distorsion sur ma photo. C'est-à-dire que les droites en fait n'apparaîtront plus droites, mais comme des courbes. Donc, notamment pour l'architecture, essayez de ne pas vous mettre sur des petites focales. Donc voilà un petit tableau récapitulatif de tous les acronymes que vous pourrez trouver dans les objectifs. Donc par exemple, admettons que je cherche un objectif, tel que celui-ci, donc comme l'autre jour. Et là, je cherche, ok, Tamron, je connais ma marque. SP, AFDI, VC, USD, je ne sais pas du tout ce que tout cela est. 24-70 mm, je connais, c'est la focale. F2.8, c'est l'ouverture. Et là, pareil, XR, LD, ASL, IF, je ne sais pas du tout ce que ça va être. Donc grâce à ce petit tableau, je vais pouvoir donc un petit peu m'y retrouver. Donc je sais que là j'ai un objectif Tamron. Donc c'est un LD, donc LD, il a des verres apochromatiques. Donc la correction de l'aberration chromatique sur cet objectif sera minimale. Donc ensuite sur ce tableau là j'en verrai pas plus. Et donc là je regarde encore ici, VC, donc c'est un objectif VC, donc stabilisé. DI2, donc là est-ce que c'est un DI ou un DI2? C'est un DI, donc DI il est compatible pour les réflexes full frame, donc a priori il peut être compatible aussi sur les APS-C, en tout cas chez Canon c'est le cas. IF mise au point interne, c'est un IF, donc ce qui veut dire que cette bague ici là ne bougera pas, elle ne tournera pas lors de la mise au point. Voilà. voilà, et après vous en avez un paquet d'autres. Donc là pareil, donc Tamron, vous avez ça. Donc je vous les laisse là, ces petits tableaux, je vous laisse mettre pause pour que vous puissiez bien lire et les enregistrer. Faites une capture d'écran si vous voulez, comme ça pourra vous aider. Donc comme ça, avec ces tableaux là, si vous cherchez un objectif et que vous avez donc tous ces acronymes, vous pourrez savoir un petit peu à quoi ça sert. Et donc là c'est les montures. Donc comme je vous disais par exemple pour Canon, le FS pour la PSC et le F pour le full frame. Sachant que, alors je sais pas ce qu'il en est pour les autres marques, en tout cas chez Canon, une monture EFS ne peut pas monter sur une monture EF. Donc un objectif EFS ne peut pas être monté sur un réflexe full frame. Je vous montre aussi donc là ce petit schéma là pour ce que vous pouvez un petit peu voir au niveau donc des focales, ce que donnent les focales au niveau de l'angle de champ
de ce que ça va être. Donc vous avez le 50 mm qui est le standard. À partir de 28 mm, c'est le grand angle. Bon là c'est pas très bien fait, hein, mais c'est 28 mm. Alors après ça dépend si c'est un full frame ou un APS-C. Parce qu'il y a une différence de, il y a une différence de focale entre les deux. Mais je l'expliquerai pas parce qu'a priori vous n'utilisez pas du full frame. Si c'est le cas, dites-le moi. Donc voilà, et donc là tout ce qui est là, c'est de l'ultra grand angle. Il me semble que c'est à partir de 18 mm ou de 20 mm ultra grand angle. Ici là vous avez une preuve de l'aberration chromatique, hein, on peut le voir là, ces petites bandes vertes et violettes, surtout violettes. Qu'est-ce que la stabilisation? Comme je vous l'ai dit, dans un objectif, vous avez plusieurs groupes de lentilles. Un objectif stabilisé, en fait, ça va être un objectif dans lequel un groupe de lentilles ou plusieurs va pouvoir se déplacer au sein même de l'objectif. Il va pouvoir se déplacer donc. Ainsi, si l'objectif bouge, il va faire une correction pour que cette lentille, ce groupe de lentilles, soit totalement immobile comparé à mon capteur. Dans une certaine mesure, évidemment. Évidemment, la stabilisation, c'est de l'électronique en plus. Il faut qu'il y ait un groupe de lentilles qui puisse bouger en plus, donc c'est forcément plus cher. Sauf que c'est quand même extrêmement bien. La stabilisation neutralise le flou de bouger. Donc, ça va éviter, ça va corriger vos mouvements à vous. Par contre, si vous prenez en photo un sujet mobile, la stabilisation ne pourra pas neutraliser les mouvements de votre sujet. Si vous faites de la photo de concert, par exemple, ou vous avez l'habitude de faire des photos sombres, n'hésitez pas, prenez un objectif stabilisé. Il faut aussi penser à faire attention à son objectif et donc à le protéger. Un objectif, c'est très fragile. Pensez donc à le protéger. Sur certains objectifs, vous allez avoir fourni un pare-soleil. Le pare-soleil, sa fonction primaire, évidemment, c'est d'éviter que les rayons du soleil tapent directement sur la lentille et donc fassent tout un paquet d'aberrations. Mais également, le pare-soleil, c'est aussi une protection. Admettons que votre objectif tombe comme ceci. Ça va être le pare-soleil qui va prendre le choc et non la lentille frontale. Si je reprends le même test sur mon pare-soleil, ça va être directement la lentille qui va prendre. Et vous avez une autre solution, qui est ici même, qu'on appelle donc le filtre. Si ça tape dessus, c'est le filtre qui prendra et pas la lentille. Essayez de ne pas utiliser le filtre UV tant que possible. Si vous avez un pare-soleil, mettez-le, c'est quand même mieux que le filtre UV parce que, en fait, plus vous allez avoir de verre, donc de lentilles, d'obstacles entre la lumière et votre capteur, plus la qualité de votre image sera déformée. Donc évidemment, si vous rajoutez un filtre, vous allez perdre dans votre image. Et surtout, le filtre en fait va surtout changer votre photo, surtout si vous prenez des photos sans pare-soleil, où le soleil en fait va taper directement sur votre lentille. Et donc là, ça va faire encore plus de défauts. Si je peux vous donner un petit conseil, n'hésitez pas à mettre quelques euros de plus pour avoir un bon objectif. Donc n'hésitez pas vraiment à mettre quelques euros de plus, mais pour avoir un objectif qui sera de bien meilleure qualité. Pour un tel objectif, privilégiez quand même un objectif stabilisé, c'est toujours mieux. Et surtout qu'il y a un traitement, donc notamment les aberrations chromatiques. Donc vraiment, regardez, faites de nombreuses recherches sur l'objectif que vous cherchez. Et regardez vraiment toutes les caractéristiques, contre quoi il est protégé, etc. Regardez les différences de prix. Et faites vraiment de longues recherches. Et si jamais vous hésitez, n'hésitez pas à nous mettre un message sur la page, à nous poser la question pour savoir, donc on pourra vous donner des conseils, au moment en tout cas. Je pourrais vous donner un conseil sur donc, quel type d'objectif acheter plutôt si vous hésitez entre deux. On peut mettre plusieurs marques d'objectifs sur un même boîtier. Par exemple, Sigma et Tamron font des objectifs qui montent sur tous les boîtiers. Vous allez trouver des Sigma pour Canon, pour Nikon, pour Pentax, pour Sony, et également pour Tamron par exemple. Et vous allez donc trouver des équivalents dans des marques tierces comme Sigma et Tamron. Vous allez donc trouver des objectifs qui vont être beaucoup moins chers que les objectifs Canon par exemple, ou Nikon.
Merci pour votre écoute et à bientôt dans un prochain tutoriel. Bonne journée.